Nous allons ouvrir la 4e table ronde de cette journée, la défense verte, la voie à suivre, avec un point d'interrogation. Nick Butler sera le modérateur, professeur au King's College de Londres. Je vais inviter le secrétaire général de la politique de défense du ministère de la Défense du Royaume d'Espagne, monsieur Álvaro González, à nous rejoindre sur scène. Je vais inviter le secrétaire général du ministère de la Défense nationale de la République du Gabon, monsieur Socat. Je vais inviter monsieur Alfano, secrétaire d'État du ministère de la Défense de la République italienne. Et puis Madame la sénatrice Leila Aichi, vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat. Quelques images avec Nicolas Hulot, comme vous en avez l'habitude, pour ouvrir cette nouvelle thématique. Toutes les armées du monde participent, qu'elles le veuillent ou pas, également au changement climatique. Si les armées du monde se fixaient aussi leurs propres objectifs, comme les États vont le faire, et je pense qu'en regardant dans le détail, il doit y avoir des marges de réduction de consommation d'énergie fossile et d'émissions de gaz à effet de serre, je pense que ça aurait un impact très important parce que, évidemment, on est loin d'être insignifiant dans l'impact que les missions militaires peuvent avoir sur les équilibres climatiques. La crise climatique va nous obliger de gré ou de force à nous affranchir des énergies fossiles et notamment à faire le choix des énergies renouvelables, massivement. On est à un point de basculement. Le constat est là. Les solutions sont là. Ça aussi, c'est nouveau. Et donc, dans beaucoup d'entreprises, dans les collectivités, il y a des solutions, mais il faut changer d'échelle. Il faut basculer à grande échelle. Donc, je pense que chaque pays devrait, et chaque ministère de la Défense ou chaque armée devrait avoir son propre engagement, sa propre vision, faire déjà un point zéro et de voir dans tous les domaines comment elles peuvent aussi participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nick Butler, vous avez accepté d'être le modérateur de cette table ronde. Je vous laisse la parole pour l'introduction. Thank you very much. Ladies and gentlemen, good afternoon. It's a great pleasure to be here. Always a pleasure for anyone from Britain to come to Europe. And I would like to thank the French government for their very generous hospitality and their initiative in organizing this. Our topic for the next hour and a half is green defense. And I find this a fascinating and interesting title because it is still an issue that is being defined. It is not a concept with a totally clear meaning yet. I think the first part of it, which is obviously the most important to begin with, is limiting the impact of military activity on the environment directly, the efficient use of resources, reducing the footprint, doing things in a way that does no damage or no unnecessary damage. And I think that there's clearly much that can be done on that, and I hope we can cover some of that. Secondly, though, this is clearly wider, and reading the green paper that has been written on this subject, which I think has been circulated to everybody. This clearly goes wider, and it goes to the concept of anticipation and preemption of risks, and some of the risks from climate change, which I believe is already happening, are obvious. The impact on water, on food supplies, on health risks, and they compound in some of the poorest countries of the world existing problems. And I think the question that arises out of that is what is the right form of preventative intervention? What is practical? I think we've seen in the last few months the hesitations and the doubts
of Western countries who have been tempted to get involved in areas outside their own territory and not quite knowing what the limits, what the rules, what the legal position is of going into places such as Syria. And I think when you take it to this wider issue, it is very important to know in advance what we are dealing with here. The third question is on the military side, and that is the question of the extra skills and resources that are going to be needed. And the General in the last panel referred to it in passing. They are obviously serious issues of how to monitor the risks that are arising, how to assess them, how to choose and to know when to intervene. And that implies, I think, a different level of equipment, a different level of skills, all of which is additional to the existing resources, which are obviously under pressure here as they are in the UK, and I think in almost every other country in the world. Nothing around climate change removes the conventional risks. The resources that we have at the moment are not perhaps always appropriate to deal with the new risks that we're identifying. Fighter jets don't do much to help famine relief. And on the other hand, the development of skills in managing water resources, water engineering, healthcare under pressure, dealing with epidemics, doesn't do much to answer the conventional threats that we face or the still emerging risks of terrorism and dealing with people such as ISIS. So this is an additional resource challenge, and I think that we can't ignore the question of budgets at a time when public finances are under great constraint. And the fourth and the final point I want to make is that this, and the white paper stresses this is about cooperative defense. Now, in the UK, I'm afraid, when I told people that I was coming to talk about defense issues in Europe, they thought instinctively that I was coming to talk about whether Europe was going to build more fences at Calais to keep us safe from the flood tide of migrants. This is much more serious than that. These are issues, we've heard them all day, that can't be solved by building a fence or a new Maginot Line. They can only be resolved by deep intervention, careful preparation and knowledge of the causes as well as the consequences, and by working together. And I think that it's going to be very interesting over the next hour and a half to hear from different people with their very different perspectives on the panel what that form of cooperation actually means. So, we have an hour and a half. People have been asked to speak for no more than 10 minutes, and I'm sure our moderator, who has disappeared, but we will keep him busy. I'm sure our moderator is going to rigidly enforce that 10-minute rule. So it gives me great pleasure to ask the Secretary General for Defense Policy from Spain, Mr. Alejandro Alva González, to speak first. Sir. Merci beaucoup. Évidemment, l'idée est de laisser de la place pour les questions-réponses tout à l'heure. Merci beaucoup. Et merci aussi, je voudrais répéter, merci à la France, le ministère de la Défense, son gouvernement, pour avoir fait face à la responsabilité d'organiser une rencontre, une conférence comme celle-ci. Je veux dire merci aussi avec des noms et des prénoms pour tous ceux qui ont fait cette rencontre possible du point de vue de la logistique, du transport, des repas, de l'eau, de l'image, ceux qui ont travaillé un protocole comme moi il y a quelques années, il y a beaucoup d'années. On sait très bien que l'effort qu'ils ont fait, l'interprétation, etc., est énorme, alors merci à eux aussi. Je dois maintenant passer à l'anglais parce que
j'ai dû changer tout ce que j'allais dire après avoir entendu des phrases, des idées qui étaient déjà dans mes papiers. So I must go to English because I think I can express and I can improvise better. So many things have been said today that I've abandoned my speech, the speech I had been working through for weeks. Now, climate change is usually viewed as an accelerator of conflict. But after today's thoughts, I think we can all say that it is a lot more than that. Not only it plays as an element in conflict, but it takes us to a new structure of international relations and a new whole structure of different ways to understand tension. With climate change, we jump from traditional conflict based on territorial and sovereignty issues, ideological differences, or nationalistic ambitions, to one very different scenario where it is the very basic needs of humankind that are to be disputed at local, national, and/or international level. We talk of water, we talk of food, we talk of agriculture, we talk of floods, fires, natural disasters, and we talk of the use of energy, or better said, responsible use of energy, and therefore incidents in the process of survival of fragile societies, while transformation of a model of production and consumption is probably at the heart of the debate. So a lot is to be said about energy efficiency especially. Well, energy efficiency is related to security of supply, and security of supply also concerns defense. You use coal if your supply of gas is insecure, for instance, and you need as many different resources and as many sources of origin as possible. And this is even more evident when energy might be used to exert influence or even political pressure on you or on the others. To put just one example, Europe is highly dependent on importing energy, gas and oil, and we must make sure that pipes are well connected in the east, as well as we must try to do so in the south. So somehow, when we talk about these issues, we go to the past and we see how, in some way, Keynes and Malthus are back. And while we used to say that Keynes was right and Malthus had his figures wrong, maybe all this can be revisited. While the first maintained that economy depends in gross, in consumption, in production, in putting the machine to work, the second was warning of the consequences. As I heard this morning, the planet does not need men, it is men that need the planet. In a planet of inequality, some will maintain that they are not responsible of today's situation and underline their right to develop, sometimes even by any means. Others will note that we must share the burden of cleaning the house and keeping it clean. I've heard many examples among all those that have spoken this morning, many very good examples. I have one that I heard when I was posted in China quite a few years ago, and the figures that I give may not be totally correct because it was so long time ago, but it gives you also the idea. I was told by then that there was 500 cars for every 1,000 inhabitants in the European Union, 750 cars for every 1,000 inhabitants in the US. In the world, there was about, probably this figure was wrong, around 200. And in China, they told me about 50 or 60. I insist, maybe the figures are not exact, but the proportion is.
but if I use them now, it's because I intend just to give an idea that puts the focus on the future. What may happen whenever those countries that do have the right to development do develop to have 500 cars per every 1,000 inhabitants? What does this mean? Have we calculated it in terms of raw materials, of steel, of oil, and what the consequences will be in terms of CO2 and others? So getting back to Keynes and Malthus, it seems that the short and the long run play differently, and that sometimes urgent issues stay in the way of important decisions. From the point of view of defense, we cannot shy away from our responsibility to improve the global situation. But defense, we have to reckon, has a limited role to play. We take into account climate change in our national security strategy. We know it causes hydric stress, poverty, emigration, frustration, instability, and that this obliges us to consider new efforts. We can try to use clean energy in defense infrastructures and make public our CO2 production and balance. We do so in Spain, by the way. We train our soldiers to contain or manage natural disasters, creating, as we have done, new and specialized units. We reflect on the way to conduct operations in regions under, for instance, hydric stress, avoiding causing even more damage to local populations. We remain vigilant of our space, and we cooperate with others, especially with our neighbors, for instance, in the sea, as the Minister of Morocco, the Minister of Defense of Morocco, was reminding me a while ago. And we oblige those who are present in those spaces to take care. We can even prepare to care for our societies when the time of difficulties come. But that is not more than damage control. The damage is then already done. The root causes are others, and the role of defense, I have to say sadly, it is limited. Even though this is a pessimistic point of view, there are also some good news. The first one, and overall, is a public opinion that is more and more conscious of the problem we face, and this will, the sooner or later, translate their worries into political exigence. The second is technological development. Renewable energies will become more and more efficient. They will become, therefore, cheaper. And this is basic if we are to be realistic. And industry will be obliged, is already being obliged, to become more and more clean. The third is international cooperation. We witness it, we experience it today. Even though far from results needed, the problem has been fully recognized as such. Many people say 90% of solving a problem is recognizing that it exists. Probably one of them was Woody Allen's psychiatrist. And we know now it is a duty of the international community. We are creating mechanisms to reflect, to debate, and to deal with the problem we have recognized. So the good news, even though it is a limited good news, is that we are near to winning time, and it is a time we need desperately. Now, I wonder if the gap between time we need and solutions we work on is to be covered in the way we wish. In case it is not, I don't think we have to look for a solution in the area of defense. Defense may be able to control part of the damage. It might be able to do so for a short period of time, but defense, I insist, is not a solution. The cause is of a very different nature, and in the end, I have the impression, after what I've heard today, it is more related to industry, technology, economy, production, consumption, and demography.
Sorry for my pessimistic point of view. Thank you. Merci, monsieur. Thank you very much for a very pragmatic Spanish introduction to the session. It's now my pleasure to welcome Dr. Assi Badjo, Minister of Defense of the Republic of Gabon. And I do apologize if I've mispronounced the name. Qui est représenté par M. Sokat, secrétaire général du ministère de la Défense nationale de la République du Gabon. Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Messieurs les généraux, Mesdames et Messieurs, comme ceux qui m'ont précédé ce matin, je voudrais exprimer mes vifs remerciements au ministre de la Défense de la France, M. Jean-Yves Le Drian, d'avoir bien voulu nous adresser cette invitation, adresser l'invitation au ministre de la Défense nationale du Gabon, M. Mathias Otunga, qui, ayant été empêché, m'a prié de le représenter à ce forum ou à cette conférence importante pour l'avenir de notre planète. Défense verte, la voie à suivre. La défense, quelle que soit sa couleur, puisqu'on lui a attribué une couleur, quelle que soit donc sa couleur, sa nature et ses formes, interpelle le ministère de la Défense nationale. Et au Gabon, le ministère de la Défense nationale a été très tôt impliqué dans la problématique de la préservation de la nature et de la protection de l'environnement. À l'évidence, l'avenir de l'espèce humaine est largement tributaire de son environnement qui dépend lui-même de l'évolution du climat. Parmi les menaces réelles clairement identifiées en ce début du troisième millénaire, figure en bonne place le réchauffement climatique qui évolue de manière dangereuse, voire critique. Étant donné que la forêt de l'Amazonie et celle du bassin du Congo sont aujourd'hui les deux poumons de la planète, il importe pour la survie de l'humanité d'y assurer une défense verte, effective et efficace. Et le Gabon, avec ses 22 millions d'hectares de forêt, couvrant 75% de sa superficie, demeure un acteur privilégié. Car le développement technologique et industriel entraîne au quotidien un besoin énergétique sans cesse croissant qui, pour être durable, devait s'harmoniser avec la protection et la préservation de la nature. Le ministère de la Défense, à l'image du pays, n'étant pas un gros consommateur d'énergie, au Gabon, vous l'avez compris, n'a pas été encore soumis à la contrainte de procéder à une transition énergétique, mais a pris en compte la menace environnementale à l'échelle mondiale pour assurer une défense verte adaptée à son environnement par des actions particulières. Quelles sont ces actions et quelles sont les solutions que nous pouvons préconiser? En termes d'action, comme nous l'avons entendu ce matin, nous n'avons pas encore été exposés à la tyrannie du climat sur les hommes, mais nous avons été et nous sommes encore soumis à la malédiction des ressources, car nous avons été pendant longtemps pénalisés par des bandes organisées qui se sont illustrées par du braconnage, par du pillage illicite de nos ressources halieutiques et une déforestation inacceptable. C'est pour cela qu'en 2002, il y a eu la création de 13 parcs nationaux qui représentent 11% du territoire national, soit environ 30 120 km². Ces parcs nationaux font l'objet d'une surveillance et d'une protection efficaces. Il y a eu également, au niveau des actions,
la création de l'Agence nationale des parcs nationaux en 2007, qui est appuyée d'un bataillon d'éco-gardes. Il y a eu également la création de l'Agence gabonaise des études et d'observation spatiale pour la surveillance de tout le territoire national avec un accent particulier sur la forêt et la façade maritime. Au niveau du gouvernement, il y a eu la création d'un ministère de la protection de l'environnement et des ressources naturelles de la forêt et de la mer. Il y a eu également l'adoption d'un plan global de sécurisation du territoire national qui prend en compte de façon exhaustive les préoccupations sécuritaires inhérentes à la défense verte. Il y a eu également l'adoption d'un code de l'environnement, d'un code forestier et d'une loi d'orientation sur le développement durable. La mise en place d'un centre de protection des ressources nationales doté de moyens de radar pour la surveillance est venue clôturer ces actions du gouvernement. Au niveau de la défense nationale, le plan national de sécurisation du territoire que j'ai signalé plus haut prend en compte tous les aspects sécuritaires découlant de la défense verte. C'est ainsi qu'il y a au Gabon la création de 13 brigades de gendarmerie et 4 compagnies affectées aux parcs nationaux pour appuyer les éco-gardes dans leur mission. La création de 13 parcs nationaux a été salutaire au Gabon pour la préservation et la protection de son environnement. Et il est là la matérialisation concrète de cette défense verte qui fait l'objet de notre débat aujourd'hui. La mise en œuvre depuis 2011 d'une opération de sécurisation du parc national de Minkébé, parce que sur les 13 parcs, nous avons un parc le plus important qui est le parc de Minkébé, situé au nord-est du Gabon, avec 7560 km² et qui subit la plus grosse pression en matière de braconnage, de trafic d'ivoire, d'exploitation illicite des ressources naturelles. Et pendant longtemps, nous avons surpris dans ce parc des clandestins qui s'étaient organisés et qui atteignaient à peu près les 8000 que nous avons dû déloger pour reconquérir notre territoire et protéger ainsi nos ressources naturelles. Il y a eu également la participation à la stratégie de sécurisation des intérêts vitaux en mer des États de l'Afrique centrale, le CRESMAC, et dans la zone D du golfe de Guinée, qui part de la Guinée équatoriale au Congo. Et dans cette zone D, le Gabon est présent pour participer aux côtés des autres pays de la sous-région de la protection de l'environnement et assurer ainsi la défense verte. Quelles sont les pistes de solutions? Eh bien, nous l'avons entendu ce matin, et je crois que ceux qui nous ont précédés ce matin, notamment M. Laurent Fabius, Mme Ségolène Royal, M. Hulot, avaient déjà avancé ces pistes de solutions que j'avais notées également dans mon exposé. Ces solutions pourraient se résumer en une phrase. À menace globale, solution globale. Et nous disons que celui qui veut aller loin peut aller seul. Mais celui qui veut aller vite peut aller seul. Celui qui veut aller loin doit aller avec les autres. Le problème du réchauffement climatique et de ses conséquences menace la planète et avec elle le monde entier, tous les pays, toutes les populations. Et on l'a entendu ce matin, aucun pays ne sera épargné. Et nous pensons que la solution sera globale pour relever ce défi. La forêt gabonaise, au regard de son rôle vital pour la survie de l'humanité, est un patrimoine mondial aujourd'hui dont la préservation et la pérennité exigent une large contribution internationale en appui aux actions de défense verte nationale. Cet appui à la formation dédiée à la défense verte par nos partenaires serait un début de solution.
On pourrait noter également l'organisation de manœuvres conjointes qui existent déjà dans notre pays avec certains de nos partenaires. Je voudrais parler de l'Angleterre, de l'Afrique du Sud, pour nous appuyer dans ces opérations de défense verte de notre territoire. Et naturellement, un soutien multiforme. Le développement de nos pays et leur dépendance aux hydrocarbures ne mettent pas nos armées à l'abri des problématiques de pollution. Mais là aussi, il y a des organisations régionales qui se mettent en place pour faire face à cette menace. C'est pour cela que nous préconisons le développement par des énergies nouvelles adaptées à l'environnement pour réduire les émissions des effets de gaz, les émissions de gaz à effet de serre par l'énergie éolienne, l'énergie solaire, la production des énergies nouvelles produites par des processus de recyclage des déchets et un certain nombre, une batterie de solutions qui n'est pas nécessaire de rappeler ici. Ils ont été très bien développés ce matin par ceux que j'ai cités tout à l'heure. En conclusion, le Gabon, mon pays, ambitionne de se positionner en pionnier de l'un des défis majeurs du XXIe siècle, à savoir l'effort mondial de préservation de l'environnement. C'est dans cette dynamique que le Gabon a marqué son intérêt pour la COP 21 en faisant connaître aux Nations Unies sa contribution le 31 mars 2015. Notre programme de développement, impulsé par le président de la République en 2009, dénommé « L'avenir en confiance », se traduit par le plan stratégique Gabon émergent et s'appuie sur 3 piliers, parmi lesquels le Gabon vert, qui est une gestion sécurisée et durable de notre environnement. Et je voudrais, avec vos permissions, citer notre chef de l'État. Notre forêt gabonaise est un bien précieux pour tous les Gabonais et au-delà de nous, pour toute l'humanité. Nous devons faire en sorte que cette richesse soit encore là pour demain, pour nos enfants, nos petits-enfants et de nombreuses générations de Gabonais à venir. Fin de citation. Comme vous le voyez, mesdames et messieurs, la défense verte est une réalité dans notre pays qui est assurée par les forces de défense gabonaises en appui aux éco-gardes et ces forces contribuent ainsi à la sauvegarde de l'humanité pour maintenir notre belle planète toujours aussi bleue. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous attendons vos questions, vos réactions par SMS. Évidemment, les micros seront tout à l'heure dans la salle, mais nous attendons vos questions aux 2 numéros qui sont affichés en permanence sur la gauche de l'écran. Sokha, thank you very much. And my apologies again for getting your name and title wrong. I'm very sorry. But thank you for your very interesting and encouraging contribution, actually. It's very good to hear such a positive story. I think we tend to dwell too much on the negative in some of these debates. Our third contributor is the Minister of Defence of Italy. And I welcome him to the platform. Dr. Alfano. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Mi unisco ai ringraziamenti espressi dai miei, che ha parlato prima di me, al Ministro Le Drian per aver organizzato questa conferenza. Un'iniziativa molto importante perché è riuscita a coinvolgere numerosi attori internazionali e per questioni fondamentali, ma anche a questioni di efficacia e efficienza dei singoli sistemi di difesa delle singole nazioni. Per questo desidero ringraziare per l'invito a nome del Ministro della Difesa italiano, senatrice Pinotti, che oggi rappresento e della quale porto i saluti. Sarebbe difficile sottostimare l'importanza che hanno i cambiamenti climatici per lo scenario di sicurezza globale. Se ne è parlato tanto, si è detto già tanto. Permettetemi di ritornarci velocemente, concludendo con 3 esempi che in Italia stiamo portando avanti di difesa verde.
Il mondo è diventato sempre più piccolo, più interconnesso, più popolato. I cambiamenti avvengono con maggior rapidità e sono spesso cambiamenti profondi che ci impongono di guardare all'ordine delle cose in maniera differente, anche quando non siamo preparati a farlo. Osserviamo tanti sviluppi molto positivi, lo dico razionalmente, non solo perché l'ottimismo a volte ci prende. Nell'ultimo decennio il benessere ha raggiunto i giganti asiatici e latinoamericani, ora iniziamo a lambire altre regioni del globo, innescando lo sviluppo di una nuova classe media in contesti che mai avevano avuto esperienza in questa realtà. Una classe di cittadini informati e consapevoli del proprio ruolo che non tardano a tramutare il loro peso economico in influenza e condizionamento sulle scelte politiche. Ma il benessere più ampio e diffuso porta con sé una marcata accelerazione dei consumi, abbiamo detto acqua, cibo, energia, consumi che procedono ad un ritmo molto più veloce rispetto alla capacità o alla possibilità di rigenerare tali risorse. Tutto ciò innesca nuove insicurezze, nuove sfide per la convivenza pacifica fra individui e fra Stati. Penso ad esempio al problema rappresentato dalla sicurezza alimentare, più volte ripetuto, che non vuol dire solo certezza di produrre cibo a sufficienza, ma anche dare la possibilità a tutti di acquistare il cibo necessario, oppure di poterlo produrre, sarebbe l'incontrario, l'ordine delle cose. Chiama quindi in causa politiche di sviluppo responsabili e attende alla loro sostenibilità nel tempo. Non solo. Le superpotenze demografiche sono costantemente alla ricerca di terre fertili per potersi avvicinare all'autosufficienza alimentare, un traguardo che nel frattempo si sposta sempre più in alto proprio a causa del diverso stile di vita delle nuove classi medie. Ma il fenomeno della cosiddetta land grabbing, l'accaparramento del termine fertile, dell'attività che viene fatta purtroppo costantemente, non può certo essere valutato solo per i suoi aspetti economici. Esso va ad incidere fortemente sui modelli di sviluppo di quei paesi del sud del mondo, poveri di tecnologie ma ricchi di risorse naturali, che potenzialmente potrebbero godere nei prossimi decenni dei più marcati tassi di sviluppo. Penso anche alla sicurezza della salute, oggi minacciata in tante regioni del mondo dalla malnutrizione, dalle pandemie, ma anche dall'impossibilità di accedere ai farmaci che pure esisterebbero e sarebbero disponibili in quantità sufficienti. Penso infine alla sicurezza ambientale, che vuol dire anzitutto disponibilità di acqua potabile e poi riduzione dell'inquinamento e mitigazione degli eventi climatici estremi. Per assicurare questa forma di sicurezza siamo chiamati ad adottare politiche capaci di contrastare i cambiamenti climatici, anche accettando con responsabilità vie meno rapide per incrementare produzione e consumi. Esiste allora un filo logico che unisce queste nuove dimensioni della sicurezza, oggi divenute fondamentali proprio perché viviamo in una realtà sempre più globale e interconnessa. L'attenzione all'ambiente e ai cambiamenti climatici in particolare non può più essere considerata un'opzione, una scelta residuale da compiere solo dopo aver soddisfatto le altre esigenze di sviluppo e di governo delle nostre società. Al contrario, la salvaguardia del nostro ambiente deve essere inserita stabilmente fra le priorità, cioè fra gli elementi cardini che determinano le altre scelte a cui sono chiamate le classi politiche. Questo vale quindi per l'azione dei governi e per le decisioni dei parlamenti nazionali, come per le organizzazioni multinazionali che hanno oggi un ruolo fondamentale nel governo dei fenomeni complessi e globali. E vale anche per chi ha specifiche responsabilità connesse con la sicurezza internazionale e la difesa. Da un lato, infatti, siamo oggi finalmente consapevoli della centralità di questo tema per la stabilità e la sicurezza nel tempo del nostro pianeta. I cambiamenti climatici in particolare possono rappresentare uno dei fenomeni più destabilizzanti, è stato più volte ripetuto, e quindi essere all'origine di futuri conflitti. Dall'altro,
considerato che le forze armate per svolgere le loro attività istituzionali consumano necessariamente grandi quantità di energia, è ormai ineludibile, io credo, assumere decisioni coerenti, cioè misure concrete che permettano di mitigare i consumi e anche ridurre l'impatto ambientale dei nostri sistemi di difesa. Questa duplice consapevolezza in Italia si è da tempo radicata. La partecipazione delle forze armate italiane a molte missioni militari internazionali per il ripristino della pace e della stabilità ci ha fatto vedere da vicino con nitidezza quanto sia importante le nuove dimensioni della sicurezza, quelle di cui ho parlato poco fa, e ci hanno fatto comprendere quanto sia importante tutelare nel tempo l'ambiente in cui viviamo per ridurre la conflittualità futura. Ma è cresciuta rapidamente negli ultimi 10 anni anche la consapevolezza di dover essere attori protagonisti nel processo di cambiamento che deve portare a minori consumi di risorse naturali e minore impatto delle nostre attività sull'ambiente. Negli ultimi anni, con una progressiva crescita, la difesa italiana sta adottando sempre nuove misure in questa direzione e io credo possiamo dire che già ora siamo riusciti a raggiungere traguardi importanti. Come vi ho detto in premessa, voglio farvi 3 esempi concreti di come stiamo operando in direzione della difesa verde. Il primo esempio. Stiamo immettendo al fortissimo incremento della capacità dell'energia che si riduce e alle forze armate dei bisogni. In pochi anni la difesa ha installato pannelli fotovoltaici per una superficie che oggi si avvicina al 1,5 milioni di metri quadrati, per 1/3 su tetti delle infrastrutture militari e per 2/3 sulle aree sotto la nostra responsabilità. In termini di potenza installata, oggi siamo attorno ai 67 megawatt, un valore, io credo, piuttosto significativo, anche perché, come è noto, l'Italia è il paese del sole e questo ci consente al momento di produrre quasi 90 milioni di megawatt ore ogni anno. Naturalmente la difesa è solo uno degli attori che in Italia sta perseguendo questo obiettivo. Grazie alla forte espansione degli impianti fotovoltaici ed eolici, il mio Paese sta riducendo drasticamente i consumi di energia da fonti fossili, il che peraltro costituisce anche un sensibile vantaggio per la nostra bilancia commerciale con l'estero. Un secondo esempio. Il progetto che stiamo sviluppando è quello relativo all'utilizzo di combustibili alternativi di nuova generazione. Già lo scorso anno la nostra Marina Militare ha avviato la sperimentazione di un carburante navale, peraltro perfettamente compatibile con le specifiche tecniche previste per i carburanti in uso nella NATO, è composto dal 50% di gasolio verde di seconda generazione, prodotto dall'idrogenazione di oli fritti e grassi animali di scarto. Questo esperimento iniziale è ora in via di ampliamento con l'obiettivo di incrementare significativamente il consumo di fonti alternative al petrolio e al contempo abbattere le emissioni di gas inquinanti. Della futura flotta verde della nostra Marina Militare faranno parte le nuove unità attualmente in fase di progettazione secondo i più innovativi criteri di ecodesigner e le unità già in linea che saranno sottoposte a mirati interventi di riqualificazione energetica. Il terzo esempio è quello sotto molti aspetti più innovativo, anche se la strada da percorrere per la sua piena implementazione è ancora abbastanza lunga. La difesa sta sperimentando finora con buon successo una nuova soluzione per la riduzione dell'inquinamento in aree utilizzate in passato e per lunghi periodi per le attività delle forze armate. Purtroppo negli scorsi decenni esistevano diversa sensibilità e una minore comprensione dei danni ecologici che potevano essere prodotti da utilizzo poco accorto del territorio. Ora le cose sono cambiate in maniera drastica, ma dobbiamo comunque affrontare i problemi prodotti nel passato. Stiamo allora studiando le possibili applicazioni della cosiddetta fitorimediazione, ovvero una biotecnologia che prevede l'utilizzo di piante o dei microrganismi associati al fine di assorbire metalli pesanti, degradare inquinanti di natura organica presenti nel suolo e ridurre la loro biodisponibilità nell'ambiente. In termini più semplici, stiamo studiando come alcuni tipi di piante, definite iperaccumulatrici, riescano con la loro crescita a captare gli agenti inquinanti presenti nel suolo,
bonificando quindi le aree contaminate attraverso un processo molto più economico rispetto a quello tradizionale di rimozione fisica, e questo di tutti gli stati del terreno inquinato. Come detto, siamo nella fase di studio, anche se già con risultati molto promettenti, ma già ora appare evidente il potenziale di questa metodologia che, a volte messa a punto, potrà certamente trovare applicazione anche fuori dalle aree di responsabilità militare, perché noi siamo avanguardisti in questo caso, e quindi concorrere alla bonifica anche di aree inquinate per attività industriali condotte nel passato. Quelli che ho citato sono esempi concreti di attività in corso per rendere più verde, se così vogliamo dire, la difesa italiana. È ovvio che stiamo parlando di un processo che è stabilmente avviato, ma che potrà certo accelerare nel futuro. La cosa più importante, a mio avviso, è rappresentata dalla introduzione in maniera ormai stabile dei principi dell'efficienza energetica e del rispetto ambientale nel contesto delle scelte organizzative e tecniche delle forze armate. La difesa è parte importante della società nazionale ed è parte molto importante dell'insieme dello Stato. Vediamo in prima persona quali siano gli effetti dei cambiamenti climatici e dei disastri ambientali quando andiamo ad operare nei teatri di crisi all'estero. Non potevamo quindi che essere parte attiva in un rinnovamento culturale e tecnologico che potrà conseguire importanti benefici per le generazioni future. Spero di aver utilizzato i miei 10 minuti. Grazie. Merci, Monsieur le Secrétaire d'État. Merci beaucoup. Excellent. Thank you very much. And our fourth and last speaker is Leila Aichi, Senator for Paris, Deputy Chair of the Senate Committee on Foreign Affairs, Defence and the Armed Forces. Leila. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les militaires, Mesdames, Messieurs, je tenais tout d'abord à remercier très sincèrement le ministre Jean-Yves Le Drian d'avoir saisi les enjeux de cette question cruciale pour le devenir de l'humanité. Je tenais également à remercier vivement et chaleureusement Nicolas Hulot qui a œuvré pour justement motiver et mobiliser les décideurs sur cette question qui nous apparaît fondamentale et cruciale pour nous autres écologistes. En ce qui concerne le sujet qui nous amène aujourd'hui et la table sur laquelle j'interviens, à savoir la Green Defense, pour nous écologistes, la défense, elle doit être d'abord procédée par d'une démarche intellectuelle avant d'être une démarche matérielle. En ce sens, nous avons, lors de la rédaction de notre livre vert, abordé un certain nombre de questions qui nous semblent fondamentales et qui doivent structurer la réflexion de la défense. La première, c'est que le dérèglement climatique, qui depuis quelques années, pour être très précise depuis 2007, est plutôt analysé, notamment par le monde anglo-saxon et particulièrement par les Britanniques et les Américains, comme un effet multiplicateur. Et notamment dans le cas d'un rapport Solana, et je vous invite à le relire, où on sent il y avait une grande pertinence, puisque déjà en 2008, on parlait de l'impact du dérèglement climatique sur la radicalisation. Quand on regarde aujourd'hui l'actualité, ça laisse matière à réflexion. Pour nous autres écologistes, le dérèglement climatique n'est pas simplement un effet multiplicateur. C'est en ce sens que nous avons voulu porter ce sujet. Pour nous, le dérèglement climatique est une donnée stratégique qui doit conditionner et impulser des dynamiques de réflexion nouvelles pour le milieu de la défense. Pourquoi ? Parce que le dérèglement climatique, par son caractère inédit, multidimensionnel et global, aura un impact dont nous n'avons pas encore connaissance. Il aura un impact parce qu'il va agir sur les questions environnementales que nous avons largement développées ce matin, notamment autour de la question de l'accès à l'énergie. Nous sommes en Europe aujourd'hui, je fais un lien, monsieur Nick Butler, nous sommes en Europe et nous sommes dépendants des hydrocarbures à peu près à 50%. Les hydrocarbures, ce n'est pas simplement des tensions économiques, c'est également des tensions environnementales.
Lors de différentes catastrophes, je citerai tout simplement l'association Amnesty International et le WWF, où il est établi que dans le cas du Niger, ce matin nous avons longuement entendu le ministre du Niger, et sur les conséquences dramatiques, sur cette question, il y a eu des débordements et des gâchis, si je puis dire, puisque nous avons relevé à peu près 1,5 million de dégâts sur la question des dégâts liés au pétrole, et le WWF analyse cette catastrophe écologique à peu près similaire à 50 fois le cas de l'Exxon Valdez en Alaska. Donc c'est 50 fois la marée noire, et selon, encore une fois, Amnesty International, c'est à peu près 9 millions de barils de pétrole qui ont été jetés dans la nature, avec les conséquences en termes de sécurité que vous pouvez imaginer. J'illustre ce propos pour vous montrer la gravité de la question. Si je prends encore un parallèle sur la question de la défense qui nous amène aujourd'hui, les États-Unis consomment à peu près 360 000 barils de pétrole par jour, c'est l'équivalent de la consommation de la Suède. C'est une vraie réflexion, et c'est dans ce sens que nous avons voulu impulser, encore une fois, et remettre au centre du débat pour la défense, le dérèglement climatique. Il y a une autre implication qui est importante, c'est la question de l'eau. La question de l'eau est évidemment une question fondamentale, notamment sur le continent africain, mais pas seulement. Différentes études ont fait un état assez dramatique, puisque d'ici 2080, nous allons avoir à peu près une réduction des débits d'eau à peu près de 40%. Il est établi que d'ici à peu près une trentaine d'années, 90% de la population de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient sera soumise à des stress hydriques. Et comme vous le savez, l'Égypte et l'Éthiopie, il y a une petite tension, si je puis dire, au niveau de l'eau, puisqu'il y a eu la construction d'un barrage, et le barrage de la Grande Renaissance, et qu'il n'y a pas besoin d'être un grand géopolitique pour imaginer les tensions que ceci peut apporter. Le dérèglement climatique a également des conséquences sur les terres agricoles, puisque de par la démographie mondiale, nous allons donc agir et mettre une pression supplémentaire au niveau de l'agriculture, avec une augmentation des coûts de l'agriculture, et mettant et fragilisant évidemment des États déjà faibles ou faillis. C'est une vraie question sur laquelle nous devons nous pencher. Encore une fois, je remercie vivement le ministre Jean-Yves Le Drian d'avoir organisé cette réunion. Et c'est à la lecture et à la lumière de ces risques et menaces que nous autres, écologistes, avons travaillé, que nous pensons qu'il doit y avoir de nouvelles missions pour l'armée. Alors je ne reviendrai pas ici devant ce parterre de spécialistes sur les missions traditionnelles de l'armée, mais simplement d'avoir un focus particulier, notamment sur les questions de l'assistance aux catastrophes naturelles, puisque notamment selon les Nations Unies, d'ici 2050, nous aurons à peu près 250 millions de réfugiés climatiques. Pardon, je vous invite à remettre ce chiffre en perspective avec la difficulté que nous avons aujourd'hui à gérer les réfugiés syriens qui sont en nombre beaucoup moins important. Il est également question, dans le cas de ces missions que nous devons appuyer, la protection de la biodiversité, puisqu'ils participent aussi au trafic, ils participent au financement de réseaux terroristes. Donc il est important de se pencher sur cette question et évidemment d'avoir un volet extrêmement important sur la question de la prévention, qui est l'axe majeur que nous autres écologistes portons. Et je vous invite, je ne développerai pas cette question ici, puisque ce n'est pas totalement le sujet, sur les parcs pour la paix et sur les aires protégées transfrontalières, qui peut être un sujet que la communauté internationale pourrait porter, lui donner une valeur juridique, de sorte que nous puissions avoir déjà les outils pour prévenir les conflits ou peut-être d'accompagner les post-conflits. Alors, une fois que nous avons établi ces risques et ces menaces et que nous avons identifié les missions qui nous semblent, qui ont la plus grande, enfin toutes ces risques et menaces, pardon, qui ont la plus grande probabilité d'occurrence, nous avons donc décliné les nouvelles missions de l'armée qui nous semblent les plus importantes, avec évidemment un format militaire qui est en adéquation avec ce que nous considérons comme étant les risques et menaces les plus probables. Et en tout état de cause, ce qui ressortait très clairement de notre analyse, c'est qu'il nous faut plus d'hommes. Il nous faut plus d'hommes, puisque les conflits de demain auront besoin, et les assistances aux catastrophes naturelles auront besoin d'hommes. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, il est important également que dans le cadre des budgets de défense, et particulièrement pour le budget qui nous concerne pour l'armée française, qu'une partie importante de
de la recherche soient fléchés sur la transition énergétique et écologique de notre armée, d'insister également, il est important que nous réfléchissions collectivement à la question de l'éco-conception et de travailler sur, dès lors qu'on imagine un matériel militaire, au niveau de sa conception jusqu'au démantèlement. Et à ce sujet, je profite de la présence de l'amiral Rogel. La marine française est assez exemplaire sur cette question, sur l'existence du passeport vert, qui mériterait d'être porté, d'être développé pour les autres armées, mais pas seulement, de saisir cette opportunité pour le porter au niveau international. Je finirai mon propos assez simplement de dire que, évidemment, pour nous, écologistes, il nous est apparu évident que le levier important de la défense peut être pertinent pour porter ces questions environnementales. Parce que, comme le disait très justement tout à l'heure le général de Villiers, nous avons un point commun, nous autres écologistes et militaires, c'est que nous avons des problématiques sur le long terme, le moyen et le long terme, et qui s'accommodent assez mal du rythme politique et médiatique qui sont souvent sur le court terme. Et c'est une vraie difficulté sur laquelle nous devrions travailler plus souvent. J'espère qu'aujourd'hui, ce sera l'occasion d'impulser une dynamique non seulement nationale, mais pas seulement, d'une dynamique européenne et surtout internationale. Il en va du devenir de notre planète, du devenir de notre humanité. Et je pense que c'est qu'en échangeant tous, avec nos confrontations, avec nos différences, que nous serons en capacité d'apporter des solutions. Je ne suis pas pessimiste de nature. Nous avons auditionné dans le cadre d'un rapport que je faisais également à la Commission des Affaires étrangères sur les conséquences géopolitiques du dérèglement climatique. D'ores et déjà, les rapporteurs du GIEC et les scientifiques du GIEC nous explicitent qu'il y avait une donnée, c'est pour ça que nous l'avons mis au cœur de notre réflexion, nous autres écologistes, c'est que l'accélération du dérèglement climatique dépasse l'entendement et dépasse même les analyses que les scientifiques ont imaginées, et que d'ores et déjà, vraisemblablement, les conclusions du GIEC sont déjà en deçà de la réalité de ce qui passe. Je finirai donc mon propos par citer un proverbe amérindien qui disait « Quand ils auront coupé le dernier arbre, pollué le dernier ruisseau et pêché le dernier poisson, alors ils se rendront compte que l'argent ne se mange pas, faisant en sorte que cette prophétie ne devienne jamais une réalité. » Je vous remercie.